Donc, comme je te disais dans le message, hein, l'idée de ces interviews que je fais avec les recteurs, c'est de documenter un petit peu l'histoire de l'université, notamment à l'occasion du trentenaire. Et donc, de ces différentes interviews, on va faire un petit montage et on diffusera ça sur les réseaux sociaux. Oui, c'est une très bonne idée, je crois. Voilà. Bien Pris que je crois qu'il y a il y a des recteurs qui ont disparu. Oui, oui, il y a Souleymane Seck, je crois, voilà. qui est décédé, mais j'ai pu m'entretenir avec Redonné. Oui, Et puis, à redonner, oui. Qui était le Toulousain. peut-être, oui. Et puis, je me suis entretenu avec Texier et je dois encore le faire avec Constant. Constant qui m'a donné son accord de principe, mais on n'a pas encore arrêté le rendez-vous. Oui, Constant, oui. D'accord. Constant, donc, qui était avant Texier Voilà, c'est ça. et qui ensuite a été nommé ambassadeur. Voilà, c'est ça. Alors, si je te propose, si tu veux bien, je te propose de suivre plus ou moins les questions que. Si tu pouvais rebaisser un tout petit peu l'écran pour qu'on soit mieux cadré. Parce que là, tu apparais. Ah oui, d'accord. Oui. Comme ça, c'est mieux. D'accord, parfait. Donc, on va suivre à peu près les questions hein, que je t'ai envoyées. Et puis, il y aura peut-être d'autres questions qui viendront. Oui. Donc, peut-être, Oui. recteur Lourdes, est-ce que vous pouvez nous dire déjà ce que vous faisiez avant de venir à l'Université Senghor? Ah bon, alors, avant de venir à l'Université de Senghor, j'exerçais ma profession, qui est celle d'enseignant à l'université. Je suis professeur d'histoire du droit et j'ai exercé ces fonctions à l'Université de Perpignan, après avoir une carrière assez longue à l'étranger. Et j'étais également vice-président de cette université, conseil d'administration. J'étais le doyen de la faculté internationale de droit comparé des États africains francophones, institution qui avait été créée lors de mon arrivée, dont j'ai été le premier doyen. Et j'étais titulaire de la chaire Senghor de la francophonie. La chaire de Perpignan était une des premières créées après celle de Lyon. Voilà ce que je faisais, donc des activités d'enseignant et des activités d'administrateur. Mais vous avez travaillé à l'AUF aussi. Oui, oui, non, mais alors il faut faire tout l'historique. Hein. Donc, j'ai été effectivement. En fait, j'ai consacré ma carrière à la francophonie, en gros, et j'ai été donc de 1995 à 2000 directeur régional de l'Agence universitaire de la francophonie pour l'Asie du Sud-Est. C'est à cette époque que l'on a mis en place les institutions francophones, dont les classes bilingues, les filières francophones et les instituts internationaux dans chaque pays, avec création de journaux et de tout ce qu'on appelait la francophonie au quotidien, c'est-à-dire qu'il y avait des émissions de télévision et un journal dans chaque pays, le Cambodge, le Vietnam et le Laos, journal en français. Donc, entre-temps, auparavant, j'étais professeur au Maroc, à l'université et à l'École nationale d'administration. Ensuite, j'ai été professeur à l'université et à l'École nationale d'administration au Burkina Faso pendant toute la révolution. Donc, depuis le président Sankara jusqu'à Blaise Compaoré. En 92, donc, je suis parti au Sénégal comme professeur à l'université Cheikh Anta Diop. Et j'en garde un très bon souvenir d'ailleurs, parce que le Sénégal est un pays attachant, c'est un pays démocratique, c'est un pays où il n'y a jamais eu de coup d'État, ce qui n'est pas le cas de tous les pays africains.
c'est le pays de Léopold Sédar Senghor, dont l'institution à laquelle nous sommes attachés porte le nom. Et donc, en 1995, j'ai été sollicité pour être directeur régional en Asie. Donc, le siège du bureau est toujours d'ailleurs au Vietnam, à Hanoï, avec compétence sur le Vietnam, le Cambodge et le Laos. Voilà, résumé en quelque sorte à mon passé. Très bien, vous arrivez donc à Alexandrie, à l'Université de Bangor en 2009, je crois. En septembre 2009. En septembre 2009, voilà. Vous connaissiez donc déjà très bien le terrain africain, qui était donc la cible un peu de l'action de l'Université Senghor. Mais qu'est-ce qui vous a le plus surpris quand vous prenez vos fonctions ici à Alexandrie? Alors, vous connaissez déjà l'Université Senghor de nom, puisque quand je travaillais à l'AUF, je savais qu'il y avait d'autres opérateurs, notamment l'opérateur Université Senghor, mais je ne la connaissais pas. L'Université Senghor était très loin, en quelque sorte, quand j'allais à Paris. Et comme je le dis souvent, les opérateurs sont à Paris, mais l'Université Senghor, c'est un handicap, est à Alexandrie. Donc, les opérateurs se réunissent, qui sont invités à des cocktails, sont invités à toutes sortes de réunions dans les ambassades. Les opérateurs sont là, mais le recteur de l'Université Senghor, lui, ne participe pas à toutes ces familiarités et ne bénéficie pas de toutes les informations informelles, en quelque sorte, qui se distribuent dans toutes ces rencontres. Ce qui fait que on a vu l'Université Senghor parfois oubliée à l'époque. Oubliée, par exemple, lorsque l'OIF citait les opérateurs, eh bien, il n'y avait pas l'Université Senghor. Je parle des années 2010. Hein. Donc, il y avait tout un effort à faire pour se faire reconnaître. Hein, justement, ou quand nos collègues opérateurs parlaient des opérateurs, on oubliait un peu l'Université Senghor parce qu'elle est très éloignée. Et une fois, quand j'étais au sommet de Montreux, je crois que c'était en 2010, sommet francophone, et j'ai fait un discours un peu musclé, donc ambitieux, et après avoir fait mon discours, je me lève, je crois que c'était le CPF, le CMF, je me lève, ça devait être la CMF, je me lève pour aller fumer une cigarette, je fumais à l'époque, et je passe derrière le fauteuil du ministre des Affaires étrangères, qui était un médecin très célèbre. Kouchner. Kouchner, voilà, Bernard Kouchner, il se lève, qui vient me dire, monsieur le directeur, vous avez fait un discours ambitieux. Je dis, vous savez, moi, je suis recteur à Alexandrie, et nous sommes trop petits pour être modestes. Si nous sommes modestes, nous n'existons plus. Nous sommes obligés de parler un peu plus fort que les autres pour être entendus. Hein, donc c'était, si vous voulez, d'ailleurs, ça a été la technique, je pense également que c'est la vôtre, hein, parce que effectivement, nous sommes à la périphérie de la francophonie, hein, et non pas dans les centres parisiens où les élites se rencontrent. Tous les directeurs se rencontrent dans les ambassades, dans les cocktails, à l'Élysée dernièrement, lorsqu'il y a eu, je sais pas, une invitation pour les affaires francophones. Donc, alors, ceci est aussi un avantage, parce que nous ne sommes pas plongés dans l'immédiateté des bavardages et des hypothèses, et ceci permet de regarder les choses d'un peu plus loin et avec du recul. Voilà. Alors, que vous me disiez, qu'est-ce qui m'a surpris en arrivant? Oui, d'abord le bâtiment. D'abord le bâtiment, parce que cette énorme tour qui semble dominer la ville et qui, fort heureusement, domine aussi la mer, ce qui fait que certains, et notamment le recteur, voit le rivage et le phare d'Alexandrie depuis son bureau.
ce qui est une source d'inspiration. Mais c'est vrai que c'est surprenant, hein, cette université dans les divers étages, et d'autant plus qu'à l'époque, nous étions seuls, en quelque sorte, dans cet immense bâtiment. Alors, l'immensité du bâtiment, d'abord, et puis la modestie de l'équipe de direction. Parce que cette université, autour de recteurs, il y a 4 ou 5 directeurs, hein, pour décider de tout, pour discuter de toutes les affaires. Donc, c'est d'abord cela qui m'a un peu surpris. Parce que sur place, et puis l'absence de professeur permanent, donc le fait qu'il y avait donc une équipe extrêmement restreinte et qui était de passage. C'est-à-dire quand je suis arrivé, et vous le savez vous-même, les directeurs de département étaient là pour 2 ans renouvelables. Donc, quand ils avaient terminé leur premier mandat, ils se préoccupaient surtout de l'endroit où ils allaient atterrir. Donc il n'y avait pas de sorte de continuité, en quelque sorte. Parce que les gens arrivaient avec l'idée qu'ils allaient repartir. Donc, ceci n'était pas un facteur de mobilisation. Alors que le recteur s'en arrive. Ça peut être compréhensible parce que le recteur prend des décisions, il tranche, il fâche les uns et satisfait les autres. Toutes les postes de commandement, en quelque sorte, sont les préfets en France, les recteurs, les postes de commandement, changent au bout d'un certain temps. Mais je ne voyais pas l'utilité pour les directeurs de département. Donc c'est pour ça que je me souviens qu'en 2010, lorsqu'il y a eu un conseil d'administration et l'Assemblée générale, j'avais demandé, et notamment, j'avais demandé que ce soit porté à 4 ans. Parce que je pensais qu'il fallait une structure de stabilité, quand même. Et il m'arrivait plusieurs fois, quand j'avais des décisions à prendre, je me disais, pourquoi il y a eu ceci, qu'est-ce qui explique cela, et personne n'était capable de me le dire. Hein? Parce qu'effectivement, il n'y avait pas de continuité. Or, je crois que nous sommes la seule institution qui était aussi fragile. Hein? Donc, alors je ne sais pas, le fait d'avoir porté à 4 ans prolongeable, ça pose d'autres problèmes aussi. Mais bon, pour l'instant, je vois que vous en êtes vous-même accommodé et suggérez les inconvénients que cela pouvait présenter. Donc, si vous voulez, pour répondre à votre question, immensité de l'immeuble, c'est impressionnant vu de l'extérieur. Je me souviens une fois être allé au consulat juste à côté, il y avait un cocktail, il y avait une équipe de députés qui était venue contrôler le consulat. Et donc, ils voulaient voir l'université Senghor. Alors, on sort dans le jardin, je leur dis, c'est ça. Et ils levaient la tête depuis le jardin. C'est immense. C'est une sorte de tour qui domine Alexandrie. Voilà la réponse que je voulais vous donner. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, c'est parfait. Cher ami. Okay. Merci. Vous êtes le recteur connu pour avoir donc développé la politique d'externalisation, les campus Senghor. C'est l'un des points forts de votre mandat. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu de la genèse de cette politique? Oui. Eh bien, on m'a demandé le conseil d'administration, qui était à l'époque d'ailleurs présidé par le président actuel, M. Anielal. J'ai eu l'honneur et le plaisir d'être son recteur pendant une année, puisque c'est lui qui m'a recruté lors du concours. Et donc, on m'avait dit, il y a trois impératifs. Premier impératif, consolider la maison qui nous paraît encore fragile, qui a connu des épreuves,
mais maintenant nous savons que tout recteur connaît des épreuves, et ce ne sont jamais les mêmes. Maintenant, avec le Covid, je pense que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de gérer l'université de Senghor. Ça ne devait pas être facile de la maintenir ouverte, avec les craintes des uns et les autres, que j'ai pu connaître, moi, pour d'autres raisons. Donc, c'est un poste qui n'est pas facile. On n'est pas, il faut décider seul, souvent, et ce n'est pas facile. Donc, oui, consolider et développer. Consolider, développer l'université, donc le nombre d'étudiants, etc. Bon. Et troisième, parce qu'il était question, notamment à l'époque, aux affaires étrangères, on nous disait, mais il y a trop peu d'étudiants, notamment l'ambassade de France au Caire, il n'y a pas assez d'étudiants, cette université n'a pas d'étudiants, elle forme 40 étudiants tous les 2 ans, donc bon. Et il y avait, je ne sais pas si vous étiez vous-même à l'université, vous saviez que ce qu'on disait de l'université, c'est notre principal bailleur de fonds. Donc, il fallait développer. Et ensuite, on me disait, ce qui paraît contradictoire, qu'il fallait ne pas toucher au fonds de réserve. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas de réserve, pratiquement pas. Et donc, ça, c'était une crainte, c'était une des faiblesses de l'université. Et donc, il fallait développer, mais sans avoir l'argent pour développer. Donc, il a fallu trouver, en quelque sorte, il y a eu quelques mesures de rationalisation des dépenses. Il a fallu trouver aussi d'autres contributeurs. Par exemple, c'est ce que j'ai fait en demandant à Wallonie-Bruxelles de devenir membre du conseil d'administration et contributeur. Mais ce n'est pas évident non plus. Et enfin, donc, j'ai pensé qu'il y avait beaucoup de plaintes de la part des étudiants, de certains étudiants, quand j'allais dans les pays africains, qui me disaient on ne peut pas partir à Alexandrie, et certains ne voulaient pas venir à Alexandrie parce que notamment il y avait des gens qui avaient un emploi sur place, des femmes qui avaient des enfants qu'elles ne voulaient pas quitter, donc pour différentes raisons. Donc, j'ai pensé qu'il pourrait être possible d'aller à la rencontre en quelque sorte, des étudiants éventuels qui n'avaient pas tous une bourse d'ailleurs, et qui, n'ayant pas de bourse, qui avaient préféré rester sur place. D'autre part, il apparaissait, avec les discussions des universitaires, que les formations qui étaient offertes par les universités n'étaient pas complètes. L'éventail des formations était extrêmement classique, généraliste, et ne correspondait pas à des formations qui conduisent à l'emploi. Or, il est très difficile, d'ailleurs partout, que ce soit en France ou ailleurs, dans tous les pays, il est très difficile de modifier l'offre des formations. Ça entraîne l'arrivée d'évaluateurs envoyés par le ministère. Ensuite, on va voir d'abord si ça correspond à un besoin. Ensuite, si on a le personnel enseignant capable d'ouvrir ces formations. Alors justement, parce que ces formations n'existaient pas, on n'avait pas formé les enseignants. Par exemple, on avait besoin de formation en management de l'environnement. Eh bien, le problème, c'est que ces gens-là n'avaient pas été formés puisqu'on n'enseignait pas. Donc, or, il pouvait être possible dans la mesure où on intervenait non pas à un niveau licence, mais à un niveau master, on passe le master, ensuite on ouvre un master 2, par exemple, et ensuite on fait faire une
thèse et au bout de 4 ans, par conséquent, on est un spécialiste à l'université. Donc, ces externalisations n'avaient pas pour objet, d'ailleurs, puisque ça s'est interdit à l'université Senghor, de par sa charte, de donner des formations qui concurrencent, d'offrir des formations qui concurrencent les formations locales des universités. Nous ne sommes pas concurrents de l'université, nous sommes au contraire, nous les aidons à compléter leur formation et nous leur disons ceci. Vous avez besoin de telle et telle spécialité que vous n'arrivez pas à mettre en place, qui ne serait pas reconnue par le CAMES, parce que vous n'avez pas les quelques spécialistes qui seraient nécessaires pour cela, eh bien, on va quand même ouvrir ces formations, mais on va vous aider à trouver les spécialistes dans l'espace francophone. Et c'était ainsi, ça c'était l'idée dont on aidait en quelque sorte l'université africaine à former les spécialistes dont elle avait besoin et qui leur permettait ensuite, les ayant, de rompre toute coopération ou bien de la continuer, mais là, non pas par nécessité, mais par volonté de coopération, comme le font les universités françaises avec les universités africaines, ne serait-ce que pour avoir des échanges académiques et comparer les solutions, puisque parfois, il arrive que l'Afrique ait donné des solutions. Par exemple, on ne sait pas en France ce que j'expliquais, que tout ce qui est médiation qui s'est développé en France, ça vient d'Afrique. C'est les administrateurs coloniaux, c'est les juges coloniaux qui ont observé que les Africains ne réglaient pas les problèmes devant les tribunaux modernes, mais préféraient les régler par médiation. Et ils ont importé cette technique en France, ce qui fait qu'il y a quantité de médiateurs aujourd'hui à la télévision, partout. Il y a des médiateurs pour, en quelque sorte, prévenir les conflits ou même parler en les réglant. Donc, c'était une idée égalitaire, en quelque sorte. Il ne s'agissait pas d'importer ou d'imposer quoi que ce soit. C'était une idée de coopération égalitaire avec, puisque nous sommes une université africaine, spécialisée dans le développement africain, dont nous offrions nos services et les services universitaires que pouvait offrir la francophonie à ces institutions. Donc, ça, c'était extrêmement important. Et d'autre part, ça donnait lieu effectivement à des ressources financières. D'abord, il était prévu que ces externalisations devaient être autofinancées. Et s'il y avait des surplus, ce qui arrivait souvent, eh bien, ceci bénéficiait à l'université Senghor, qui était en quelque sorte le centre. L'idée générale, c'était que l'université Senghor devenait en quelque sorte une université moderne et internationale, avec un centre qui était Alexandrie et une périphérie qui était constituée par les différentes implantations que nous avions en Afrique, le tout relié par un espace numérique de travail, en quelque sorte, où on pouvait échanger les informations, les instruments de travail. Voilà. Donc, ça, c'était la conception, en quelque sorte, la conception qui a inspiré le projet. Hein. Alors, ce projet, bien sûr, comme tous les projets qu'on a, et d'abord les politiques, certains disaient ça, c'est qu'est-ce que reviennent les Français, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ce sont, bon, par exemple, en Côte d'Ivoire, on a vu ça. Après les événements de Côte d'Ivoire, c'était très difficile de monter le campus de Côte d'Ivoire, parce qu'il y avait l'institution de Côte d'Ivoire, l'université de Côte d'Ivoire, était pour Gbagbo.
hein. Donc, ça a été un peu difficile, c'était troublé par les événements, les événements politiques. Donc, voilà quel était. Donc, maintenant, tu sais mieux que moi comment fonctionnent les campus, quels sont les problèmes. J'ai exposé, si tu veux, quelle était la philosophie qui était au départ à l'origine de cette création. J'avais eu moi-même déjà l'expérience de ça, puisque j'avais géré quand j'étais à Perpignan, j'avais ouvert des campus au Sénégal, au Maroc, en Tunisie. D'accord, donc les campus, c'est vraiment la marque du recteur Lourdes. Est-ce qu'il y a d'autres points ou objets de satisfaction de ton mandat, de points forts, disons, de ton mandat, ou de tes mandats ici à Alexandrie? Oui, donc surtout j'ai été content. Le point fort de mon mandat, c'est que je n'ai jamais, je n'ai pas passé un mandat sur des eaux calmes. C'est que j'ai eu d'abord la révolution et ensuite le terrorisme, hein. Donc, avec les avions qui explosaient, donc notamment l'avion russe qui a explosé, ça a causé beaucoup d'inquiétude et du vague à l'âme à mes collègues directeurs, certains. Parce que là, ça devenait. Et à Alexandrie, il y avait eu plusieurs dizaines de bombes. Je me rappelle une fois, bon, ça a été explosion de ceci, de cela. Donc, certains aussi, je me rappelle une directrice qui était très inquiète du fait que nous soyons au-dessus du parking, d'où elle me disait, on peut mettre une voiture bourrée de, de, d'explosifs et on va sauter. Peut-être la voiture. Je dis non, écoutez, vous savez, les Égyptiens sont discrets de ce point de vue, mais je pense que le parking doit être très surveillé, à mon avis, et on ne doit pas y rentrer aussi facilement. Mais donc, tout cela, avec aussi donc, à désordonner un peu tout ça, ça a créé quelque sorte, des difficultés supplémentaires, hein, parce que les gens, certains songeaient à partir, d'autres, il y a eu. Lorsqu'il y a eu la Révolution, j'ai eu des directeurs qui étaient en France qui tout d'un coup avaient des problèmes aux yeux et on m'a envoyé des certificats indiquant que ça leur interdisait de prendre l'avion pour retourner à Alexandrie. Et ça, je ne dire pas de nom, mais j'ai même eu ça, si vous voulez. Et donc, et puisque là, à un moment donné, vous me demandez un souvenir important, je me souviens, les étudiants étaient effrayés, souvent par ce que leur disaient certains directeurs aussi, et parce que c'est toujours comme ça, les gens ont peur, il se passe des choses. Euh, euh, donc, il y a des morts, des explosions, le palais du gouverneur a explosé à la bouteille de gaz. J'ai moi-même là à côté de mon bureau, un morceau du palais du gouverneur, un souvenir. Donc tout cela soulevait la crainte, notamment des étudiants qui logeaient en ville, hein. Et donc j'ai été obligé de faire une réunion générale en leur disant, écoutez, je suis le recteur, donc je suis responsable de votre situation personnelle, hein. Si vraiment je pensais que vous étiez en danger, je vous ferai évacuer. Mais je ne le pense pas, j'ai de l'expérience, j'ai fait l'Afrique, je connais des coups d'État, etc. Donc, je ne pense pas que vous soyez pour l'instant en danger. Sachez que j'ai pris des dispositions, je ne vous dirai pas lesquelles. Et c'est vrai que j'avais demandé à Air France s'il aurait été possible d'avoir un avion pour, si on en avait besoin, hein, pour expatrier les étudiants, etc. Et il y avait aussi
il y avait l'ambassade de France qui avait envoyé le colonel, l'attaché militaire, pour voir s'il était possible à des hélicoptères de se poser au deuxième étage sur la plateforme pour évacuer des étudiants qui auraient été évacués sur un bateau. Et tout ça avait été étudié, etc. Donc, finalement, alors il y avait à l'époque le consulat de France qui s'était joint à la réunion, et je leur ai dit, donc c'était Jean-François Faux qui était à l'époque vice-consul qui était venu participer à cette réunion, et je leur ai dit, pour vous, l'important, c'est qu'il n'y ait pas d'année blanche, que vous puissiez partir avec votre diplôme. C'est ça qui est important. Et là, on avait fait ce que tu as fait enfin, là, on pouvait les réunir, justement. Non, justement, parce que là, ton problème, c'était qu'on ne pouvait pas les réunir tous au restaurant. Et ce que là, le restaurant, en quelque sorte, l'immeuble était très rassurant pour eux. Donc, ils étaient. Mais tu l'as connu, ça, quand tu es venu, tu as dû voir. Mais, donc, les étudiants sont repartis rassurés, et lorsqu'il y avait des coupures, on leur avait donné une enveloppe avec de l'argent pour qu'ils puissent subsister au cas où ils ne pourraient pas revenir à l'université Saint-Maur au restaurant. Et donc, les choses, je passe des détails parce qu'on n'a pas le temps. Et donc, si tu veux, les choses ont fini par se calmer de ce point de vue. Et puis, il y a eu la politique, les mouvements terroristes avec les bombes, etc. Donc là, on était obligé, il y avait les parents qui m'appelaient au téléphone. J'étais obligé de les. Et c'était surtout au moment, il fallait surtout intervenir au moment des appels d'offres. Mais nous avons été sauvés par le fait que le bouche à oreille fonctionne en Afrique. Et que quand une promotion partait, elle disait non, non, vous pouvez partir, on est quand même bien traité, l'université de Saint-Maur, c'est une famille, on est rassuré. Donc on a eu toujours le même nombre d'étudiants qui sont venus en Égypte, malgré donc les événements qui pouvaient inquiéter au moins de loin. Parce qu'il faut voir comment les télévisions en France ou en Afrique, qui reprenaient les télévisions françaises, comment les télévisions traitaient les événements en Égypte. Je me souviens, quand j'avais pris la parole au CPF pour dire que concernant l'université Saint-Maur, la sécurité des biens et des personnes était assurée, elle n'était pas en danger. Je failli me faire échapper. J'étais au restaurant après, je me disais, mais vous racontez n'importe quoi, comment vous allez vous dire ça? Ce qui est vrai, d'ailleurs. Il n'y a pas eu un seul blessé. Il y a eu de morts, bien entendu, mais il n'y a pas eu un seul blessé de quoi que ce soit. Voilà ce que je voulais dire. Donc, ensuite, on a développé aussi les relations avec les opérateurs. Ça, c'était très important, notamment avec l'IMF, surtout d'ailleurs avec l'IMF, donc TV5 Monde, l'AUF, bien sûr. Mais l'AUF, on avait quelques difficultés parce que l'AUF avait considéré auparavant, maintenant je pense que c'est loin, mais considéré auparavant que Senghor devait être un institut de l'AUF. Et donc, ça a encore pesé à l'époque, quand je suis arrivé. Ensuite, ça a un peu disparu. Ce qui fait que, par exemple, j'ai créé les campus, ils ne voulaient pas. Le recteur de l'AUF a mené campagne contre les campus. Une campagne sévère, notamment auprès des universités africaines et auprès du président Diouf. D'ailleurs, on a eu un tête-à-tête à trois avec le président Diouf, lui, le recteur de l'AUF, disant nous avons nos campus, les campus numériques, donc on va confondre les campus Senghor et les campus numériques. Je leur ai dit mais non, les campus numériques, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, l'AUF ne donne pas de diplôme.
différence entre Senghor et l'AUF, c'est que l'AUF ne donne pas de diplôme. Quand on vous dit qu'on donne un diplôme à Bucarest, non. C'est l'AUF qui est à Bucarest, c'est l'université de Tours ou l'université de Lyon qui donne le diplôme. Voilà. Ou l'université Senghor, comme ce que nous faisons à Hongrie. Donc, quels sont les événements, les souvenirs que j'ai gardés, etc. Je garde le souvenir du 20e anniversaire avec le venue d'Abdou Diouf, que nous avons fêté à la Bibliothéca. Donc, ça a été avec l'université d'Alexandrie. Donc, ça avait été un grand événement. Diouf était resté 2 jours. Il avait refusé toutes les invitations, même celles de l'ambassade de France, pour se consacrer à l'université Senghor, dont il avait été un des fondateurs. Voilà. Donc, ça, c'est un grand souvenir. Et puis, question, le 25e anniversaire aussi, on avait fait un colloque sur les femmes. Hein, ça, c'est l'anecdote. Un colloque sur les femmes. Et il y avait la directrice, je ne dirai pas son nom, la directrice de la langue française et de la diversité culturelle, qui représentait donc l'OIF, qui avait fait l'éloge de la polygamie. Alors ça avait fait un scandale. Les gens disaient, mais comment la francophonie peut faire l'éloge de la polygamie? Alors sa collègue qui était là était scandalisée, ici, donc, Guillaume Affal, voilà, qui est plus maintenant directrice, mais avec laquelle on avait mis en place un master d'industrie culturelle à Saint-Louis. Voilà. Sinon, ça c'était ensuite évidemment marquant. Parlez-nous de Bamako quand même. Ça, de Bamako. Oui, alors ça montre aussi qu'être recteur, ce n'est pas de tout repos. Hein. D'abord parce qu'il faut décider sur tout ça, hein, en écoutant les uns les autres qui ne sont pas d'accord. Et puis il faut trancher, donc quand on tranche. Mais il y a aussi le fait qu'on est obligé de se déplacer, hein, et que même pendant des événements qui peuvent être maintenant, il faut faire attention avec le Covid, le fait qu'on est sur place et 48 heures après, on ne peut plus sortir. Donc, si vous voulez, il faut garder que la situation, d'abord parce que c'est une personnalité qui est en vue et par conséquent qui est exposée, hein, et d'autre part parce que effectivement, l'Afrique maintenant est devenue un continent qui est traversé par le terrorisme, et ce qui pose de nombreux problèmes, notamment institutionnels et aussi aux universités d'ailleurs. Et donc là, nous avions mis en place avec l'APF, nous avons mis en place une formation pour les fonctionnaires parlementaires, les cadres des parlements. Notamment, nous étions rendus ensemble, gentiment invités c'était au Bénin. Nous avions vu le président du Parlement, puisqu'on avait eu un test de coopération, et le président du Parlement me disait, mais le problème, c'est que tous mes cadres ne sont pas nommés en fonction de leurs compétences. Ils sont nommés souvent en fonction des interventions et règles. Donc, j'ai souvent des cadres qui ne sont pas aptes à aider les députés ou à aider la structure du Parlement dont ils auraient besoin de formation. Donc, on a monté ces formations qu'on a fait très nombreuses, et notamment à Bamako. Donc, tout se passait très bien, donc à Bamako. Et le dernier jour, le samedi, donc j'étais à l'hôtel, on devait faire la clôture
Et j'entends à 6h30, parce que je mets toujours des bouchons dans les oreilles, parce que je crains le bruit, j'entends comme des coups de marteau. Je dis, marteau. Puis j'enlève les bouchons d'oreille, alors j'aperçois que c'était des tirs de Kalash, ouais, des tirs de Kalachnikov. Donc, je m'habille un peu, et puis d'abord, les terroristes appuient sur. D'abord, ils mitraillent tout le monde, hein, en bas. Ils ont tué tout le monde, les femmes de ménage, tout, etc. Tout ce qui était en bas. Et puis, ils appuient sur le bouton alarme incendie. Donc, j'entends alarme incendie. Et d'ailleurs, je n'ai pas été prudent parce que j'aurais dû, ayant deviné qu'il se passait quelque chose qui n'était pas ordinaire, je suis sorti dans le couloir. Et là, j'ai senti une odeur de fumée qui était une odeur de fumée, mais qui n'était pas la fumée, parce que j'ai été chasseur dans ma jeunesse, qui n'était pas la fumée de l'incendie, qui était la fumée, on sentait que c'était la fumée d'armes à feu. Hein. Donc, je suis, probablement d'ailleurs, c'était imprudent, parce que les terroristes, je me faisais avoir comme les autres, parce que si j'avais appuyé sur le bouton, c'était pour que les gens sortent de leur chambre, hein, on puisse bien les mitrailler. Alors, ils sont montés au petit déjeuner, hein, là, dans la salle de petit déjeuner, et là, ils ont mitraillé tout le monde. Et malheureusement, il y avait mon jeune collègue belge, qui était un jeune cadre parlementaire, donné par Wallonie-Bruxelles, qui a donné ensuite son nom à la formation, et qui s'est élevé plus tôt que moi pour aller déjeuner. Et donc, il a été parmi les premiers tués. Donc, ensuite, ils sont allés s'établir au fond du couloir, qui était juste au-dessus de ma chambre. Donc, j'entendais, ils avaient aménagé en quelque sorte leur centre opérationnel dans la chambre qui était juste au-dessus de la mienne. Donc, j'entendais tout ce qui bougeait. Puis, il y avait un escalier là, par lequel ils descendaient. Ils passaient devant ma chambre, j'entendais parler. Et donc, j'avais enlevé mes souliers, j'avais coupé le son de la télévision. Et d'ailleurs, c'était très bien parce qu'il y avait France 24 je voyais la façade de l'hôtel je suivais les événements depuis la façade. Hein, donc, et puis, à partir de midi, donc 20 ans, d'ailleurs, avant midi, un concert de tir dans l'hôtel, vous imaginez, police malienne, armée malienne. Il y avait les éléments de l'armée française qui étaient à l'ambassade. Il y avait les services spéciaux français antiterroristes de Ouagadougou qui étaient là. Et dans l'après-midi, c'est le GIGN qui est arrivé. Donc, ça tirait de partout. Donc, tous ces intellectuels qui étaient rassemblés dans l'hôtel tiraillaient. Et donc, il y avait c'était insupportable parce que, en plus, il y avait les balles qui traversaient les parois, hein, les cloisons. Donc, il y a eu des morts comme ça qui étaient dans leur chambre, debout dans leur chambre, qui ont une balle qui a traversé toute la chambre, qui les tuait. Le représentant du Québec, lui, a eu, tout d'un coup, sa porte a explosé. 2 individus énormes sont rentrés dans sa chambre, l'ont attrapé par les bras. Il a cru qu'il allait être exécuté, donc il avait passé un certain séjour dans la psychiatrie, d'ailleurs, parce qu'il a eu des séquelles. Et donc, il est parti. Là, c'était la police, la sécurité qui était venue le chercher, parce que lui était dans un endroit où on pouvait aller plus facilement. Moi, j'étais au fond, donc personne n'est venu me chercher. Et
à partir de midi, à peu près tous les 3 quarts d'heure, je recevais « Ne vous inquiétez pas, on arrive ». Alors, midi et 3 quarts, 1h 3 quarts, ne vous inquiétez pas, on arrive. À partir de 5h30 de l'après-midi, je commençais à m'inquiéter. Donc, et là où je me suis inquiété, c'est quand j'ai vu sur l'écran de télévision, l'assaut va être donné. L'assaut va être donné. Donc, l'assaut est imminent. On pense que les terroristes vont se faire sauter. Or, ils étaient au-dessus de ma tête. Et je me rappelais ce qui s'était passé à Paris. Hein, c'est-à-dire qu'il y avait l'étage qui était descendu sur l'étage au-dessous, et tous les types qui étaient dans l'étage au-dessous et étaient morts, écrasés par les bombes. On s'est dit, non, là, c'est pas une fin acceptable pour un recteur de Senghor. et, 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 donc, je me suis dit, il faut sortir. Ça va, faut sortir, parce que les types se baladaient, je les attendais. Je ne regardais même pas par le l'œilleton, parce que si quelqu'un regarde la porte, si on bouge le l'œilleton, il le voit. Vous pouvez me tuer en tirant à travers la porte. Donc là, j'étais embêté, je voulais sortir. Donc, et à un moment donné, j'entends des gens qui avancent à pas cadencés. C'était que c'était. Je me suis dit, ça, c'est pas les terroristes qui marchent à pas cadencés. Ça, c'est l'armée ou les services de police. Et même la police ne marche pas à pas cadencés quand elle avance, parce que c'était les militaires. Et donc, j'ai attendu qu'ils arrivent à peu près au niveau de ma porte, et là, j'ai frappé comme ça. J'ai tapé. Parce que si j'avais ouvert la porte, j'aurais pu me tirer dessus en pensant que j'étais un terroriste. Donc, j'ai frappé, et alors là, j'ai senti qu'ils se sont arrêtés, et j'ai refrappé, et j'ai entrouvert la porte en disant « Je veux partir ». Alors, ils m'ont dit « Armée malienne, remontez la file ». Et donc, j'ai sorti, j'ai remonté la file pour aller vers la sortie. Et ce qui m'a frappé, c'était le visage de ceux qui étaient devant. Ils avaient des visages épouvantés. Parce qu'ils savaient que s'il y avait les terroristes, comme ils étaient devant, c'était eux qui allaient attraper. Donc. Et donc, je suis sorti, j'ai vu tout le hall de l'hôtel qui était plein de cadavres, et des flaques de sang. Et ce qui est le plus impressionnant, c'était de voir les femmes de ménage, ces pauvres femmes qui venaient là pour gagner leur vie, pour nourrir leur famille, et qui ont fini comme ça. Et donc, je suis sorti, et j'ai été amené à l'ambassade. Voilà. Et ça a été la fin de l'histoire. Merci. La fin de cette histoire. Ensuite, donc, je suis arrivé à Paris. Alors là, j'ai les télévisions qui m'appelaient, etc. Donc, j'ai coupé le son. Je suis passé sur France 3, puis mais j'ai coupé tout. Voilà. Si, je suis arrivé à la salle 203. Donc, c'est le GIGN qui m'a ramené en France. Donc, je suis à la salle 203 à l'aéroport. Et là, c'est la salle où on met tous les gens qui ont été pris en otage. Il y a des psychologues, etc. Je disais, installez-vous, écoutez. Je suis très fatigué. J'ai un certain âge. Je sais que j'ai failli y passer, je n'y suis pas passé. De ce que je voudrais, c'est une tasse de café et je veux aller au lit. Je ne fais pas l'intention de subir un interrogatoire. Ils me disent non, monsieur, il ne faut pas le prendre comme ça, parce que vous pouvez avoir, il y a généralement un feedback. Ils me disent donc, alors, mais écoutez, bon, je ne suis pas sûr qu'il y ait un feedback, mais il se peut qu'il y ait un feedback, c'est que là, je reprendrai contact avec vous. Hein, pour le moment, je suis fatigué. Ah, ils m'ont fait une attestation, éventuellement, au cas où j'aurais des suites, ce qui paraît un peu. Et tout s'est passé, puis je suis rentré à Senghor, et puis les choses sont passées. Alors, il y a eu le VIC ensuite, qui a eu le même problème, en quelque sorte. Je n'avais pas pu me rendre à Burkina Faso, et c'était Ulvik qui était allé et qui a été pris en otage de la même manière, qui était un peu brutalisé par les militaires. Donc,
Voilà. Très bien. Merci Albert. Donc vous avez fait les campus, vous avez vécu des crises et pas des moindres, hein, vraiment des choses difficiles, dramatiques. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé faire, que vous n'avez pas eu le temps de faire ou que vous n'avez pas pu faire à Alexandrie? Il y a, il y a tellement de choses à faire. Mais il y a une chose à laquelle je n'ai pas pu réussir. C'est pas que je n'ai pas voulu le faire, c'est que je n'ai pas pu réussir à faire l'annuaire des anciens élèves de l'Université Saint-Gobain, hein, avec quelque chose, un annuaire actualisé, en quelque sorte, un annuaire numérique, hein, des élèves de l'Université Saint-Gobain pour en faire un réseau utile parfois pour l'université, c'est-à-dire pour les formations, par exemple, on pourrait utiliser certains. Mais donc, alors, je pense que je n'ai pas réussi parce que même quand je suis passé à Abidjan, j'avais montré les étudiants, ils m'ont dit on va le faire, etc. Mais ils n'ont pas fait. Je n'arrivais pas parce que je pense normalement à la sortie de Senghor, je pense qu'il y a un manque de solidarité. Voilà. Hein, parce que les gens souvent organisent des remises de diplômes où ils essaient de se mettre en avant vis-à-vis du ministre, etc. Mais donc là, il y a un problème à résoudre. Je ne veux pas trop rentrer dans le détail, mais c'est mon regret parce que je pense qu'effectivement, cette masse d'étudiants, de cadres supérieurs dans différents domaines, c'est une richesse. D'abord, l'Égypte a compris qu'il était important pour elle d'avoir dans sa politique africaine, puisque maintenant elle va avoir une politique africaine, d'avoir un grand nombre de cadres africains qui passent chez elle, hein, en Égypte, et qu'il vaut mieux qu'ils repartent avec une bonne image du pays, avec une connaissance du pays, qu'avec une mauvaise image. Alors, le plus souvent, ils repartent, ils sont contents du séjour qu'ils ont passé à l'université Senghor. C'est une bonne chose pour l'Égypte, mais ça, c'est mon regret. Mais je n'y ai pas réussi. Je m'étais même déplacé au Cameroun. Hein, mais ensuite, il y a les événements, il y avait toutes ces choses qui faisaient qu'on a, enfin, je n'ai pas besoin de te le dire, tout ce qu'on a à faire, qui font que ça n'avait pas intéressé au-delà les directeurs non plus. Et donc, pourtant, je pense que pour l'institution, ce serait très utile. Voilà. Ben, sachez qu'on y Ça, c'est travaille, mon hein, regret. on y travaille, on a mis en place une Oui, non, mais je m'en plateforme doute. Non, non, numérique. oui, C'est un oui. travail, c'est vrai que c'est un travail de Non, longue mais là, haleine. je parlais de. Mm. J'ai parlé de ce que je n'ai pas réussi à le faire. Mm. Parce Non, mais qu'effectivement, c'est un travail de longue haleine qui se fait. Ils peuvent servir à beaucoup de choses. Et eux-mêmes, il faut qu'ils prennent conscience que ça peut les servir. Créer cette solidarité, se crée ce réseau solidaire des étudiants de Saint-Denis. en tout cas, on a recruté un alumni qui ne s'occupe maintenant que de ça, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses. Oui, ça c'est bien. Voilà, oui. Ça, c'est une très bonne chose. Très bien. Alors, vous êtes parti en 2017, je crois. Oui, début 2017 ou fin 2016. Est-ce que vous Oui. avez depuis ce temps-là, Non, fin 2016. Hein. oui, Fin décembre 2016. voilà, est-ce que depuis vous avez maintenu quelques liens avec l'université, avec des étudiants, enfin des diplômés maintenant? Avec l'université, oui, des liens. Je fais partie des instances de l'université en tant que membre aujourd'hui du conseil académique. Mais j'ai toujours eu des relations. Dans mes voyages, qui sont moins nombreux maintenant avec le Covid, sinon je rencontrais toujours des cadres, des gens qui étaient passés par l'université Saint-Goor et qui en disaient beaucoup de bien, ou des gens qui me demandaient des renseignements pour pouvoir venir à l'université Saint-Goor. Je dois dire que moi, je suis parti, j'ai
été surpris en arrivant à l'université Senghor. Je suis parti, si vous voulez, avec l'amour de l'université Senghor. Hein. Je ne garde que de bons souvenirs à l'université Senghor. Hein. Je suis attaché à la francophonie et je pense que l'université Senghor a des services particuliers et irremplaçables à la francophonie. Le rôle qu'elle joue avec l'Afrique, avec l'université africaine, le fait qu'elle forme une élite étudiante que je vais appeler dans un de mes discours le hussard noir de la bonne gouvernance africaine. et donc, ça, c'est extrêmement important parce que, par exemple, je me souviens que je suis allé dans plusieurs pays, par exemple, en Côte d'Ivoire, on m'a expliqué que le ministre de l'Environnement était un ancien élève de l'Université Senghor. Hein, et qu'ils avaient bâti le ministère de l'Environnement sur les cadres de l'Université Senghor. Vous avez vous-même contribué à former. donc, ça, c'est toujours une satisfaction. Hein, parce qu'on donne des fondations solides à l'Afrique. Avec aussi ce qu'ils apprennent, il y a aussi un esprit Senghor qui est le sens de l'intérêt général, le sens du service public, le sens qu'ils ont eu la chance, eux, d'accéder à des études supérieures de très haute qualité, et que par conséquent, cette chance, ça les rend redevables envers ceux qui ne l'ont pas eu, hein, et par conséquent, ils doivent s'occuper de l'intérêt général de l'Afrique. Très bien, merci Albert. On arrive au terme de cet entretien. Est-ce que vous voudriez formuler des vœux pour les 30 années de l'université? Eh bien, en tout cas, des vœux. Je constate que l'université Senghor est une institution solide. Elle est solide parce qu'elle a connu tellement de problèmes. Elle a traversé, les recteurs précédents ont dû en parler. Elle a traversé des problèmes difficiles. Elle s'est toujours redressée parce qu'elle correspond à un projet solide. Et on a parlé tout à l'heure de Covid, etc. Ces structures dont je parlais, qui paraissent légères, ont été quand même suffisantes pour lui permettre de tenir et de ne pas fermer boutique au premier coup de vent. Hein. Donc, ça prouve la solidité de l'institution. J'espère que ce 30e anniversaire permettra, il a lieu quand il a eu lieu, le 30e anniversaire. Oui, le 30e anniversaire de l'inauguration a eu lieu au mois de novembre dernier. C'était l'inauguration en novembre dernier, le anniversaire de l'inauguration. Oui. Je pense, si vous voulez, que l'université Senghor pourra encore aller plus loin et à partir de cette base solide, à partir de cette sollicité, connaître un développement nouveau à partir des projets nouveaux et novateurs qui peuvent émerger ou qui peuvent être conçus à partir de ce qui a été fait et par conséquent de ce qui a été construit et par conséquent je crois qu'il y a un avenir très, très prometteur pour l'université. C'est en tout cas ce que je vous souhaite, monsieur le recteur, tant que vous êtes à la tête de cette belle institution. Merci Albert. Je vais couper l'enregistrement et puis on pourra peut-être prolonger un tout petit peu la discussion hors enregistrement. J'arrête l'enregistrement. Oui.